Eh bien bonjour, bienvenue à Holistia. Je me suis rendu compte qu'on parlait de permaculture et que somme toute, on n'avait pas pris la peine de définir de quoi il s'agit. Alors je vais prendre 10 petites minutes pour vous en parler sur ce que c'est et sur ce que ce n'est pas. Ben, la permaculture, c'est une agriculture qui, d'une part, respecte le milieu naturel, ça c'est évident, et d'autre part, c'est une agriculture qui s'inspire de la nature. Je m'explique, si vous regardez une forêt, si vous regardez une prairie naturelle, une savane, vous ne voyez pas particulièrement de plantes malades, d'arbres malades ou quelques problèmes que ce soit. Or, il n'y a pas de jardinier pour s'occuper des plantes, empêcher les parasites de venir ou quoi que ce soit. Plus exactement, il y a des milliers de jardiniers, des milliers, voire des millions d'ailleurs dans certains endroits. Et la permaculture s'est dit, le permaculteur s'est dit, est-ce que on ne pourrait pas s'inspirer de la nature qui, somme toute, ne fait pas d'efforts, ou en fait énormément, c'est à vous de voir, pour maintenir un jardin dans un milieu naturel et en se servant, somme toute, de l'équilibre naturel pour protéger nos cultures. Alors cette démarche intellectuelle, elle est venue de plusieurs personnes et au même moment de manière totalement indépendante. Deux personnes de manière synergique, c'est-à-dire c'était une équipe, David Holmgren et surtout Bill Mollison, qui sont deux agronomes australiens, j'insiste sur le fait qu'ils étaient ingénieurs agronomes, tous les deux, ont développé l'agriculture en s'inspirant de la façon de fonctionner dans la nature des peuples premiers, pour eux bien sûr les aborigènes d'Australie. À peu près au même moment, Masanobu Fukuoka, au Japon, s'est inquiété de la quantité effarante de pesticides qui étaient déversés sur les rizières, et sur le riz que les Japonais consomment énormément, comme vous le savez, et il s'est demandé s'il n'y avait pas moyen de faire mieux, et surtout de faire sans. Et à terme, il n'a plus fait du tout usage de pesticides. Il a décrit sa technique dans un livre remarquable qui s'appelle La révolution d'un seul brin de paille, un livre que je vous conseille, et qui explique la manière dont on peut cultiver sans pesticides. Holmgren et Bonison n'ont pas eu d'autres attitudes, somme toute, si ce n'est qu'ils ne se sont jamais concertés avec Fukuoka, du moins à cette époque-là, et ont développé la permaculture telle qu'on la connaît aujourd'hui, de différentes manières. Alors la permaculture, est-ce que c'est le bio? Alors le bio n'est pas la permaculture, par contre tout ce qui est permaculture est forcément bio. Je m'explique, dans les années 70 et fin surtout des années 60 aussi, dans la dynamique du mouvement hippie, et peut-être un peu du flower power, on a eu des gens qui se sont dit qu'il allait peut-être mieux cultiver sans l'aide de la chimie, de l'agrochimie. Ces gens ont donc décidé de ne plus mettre de pesticides et de ne plus mettre d'engrais. Et pendant toutes les années 70 et voire jusqu'au milieu des années 80, on les a pris pour de joyeux fantaisistes. Le problème, c'est que les 10 joyeux fantaisistes avaient d'excellents résultats et que les légumes produits étaient de meilleure qualité. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas plu du tout évidemment à l'industrie agroalimentaire. Il fallait absolument récupérer ce marché. Et courant des années 80, courant des début des années 90, on a commencé à fixer des normes au bio. Alors c'est assez bien évidemment qu'on analyse les productions pour qu'on soit certain qu'effectivement il n'y a pas eu de pesticides, d'engrais chimiques, puisque les gens veulent éviter. Par contre, on s'est dit aussi qu'il faut absolument industrialiser. Or, de vous à moi, le bio et l'industrialisation, ça ne devrait pas aller ensemble. C'est juste pas compatible. C'est même, j'ai envie de dire, le contraire de ce que les premiers agriculteurs biologiques voulaient faire. C'était retourner plus à une agriculture artisanale, retourner à une agriculture de proximité, retourner à une agriculture de saison. L'industrie, elle veut tout le contraire. Elle veut de grandes exploitations et elle veut une agriculture délocalisée qui permet de vendre des produits aux gens dans des magasins en toute saison. Donc forcément, le bio a un peu perdu son âme, puisque maintenant le bio en est réduit à un cahier des charges industriel. J'entends par là que quand vous achetez un légume bio, eh bien tout simplement, il y a eu des pesticides dessus, simplement ce sont des pesticides autorisés en bio. Point. Ça ne change absolument rien. Vous avez par exemple, sur du raisin bio, vous avez eu de la bouillie bordelaise, qui est du sulfate de cuivre et autre chose. Ce sont des produits extrêmement toxiques, et qui sont extrêmement toxiques pour le milieu, extrêmement toxiques pour l'humain. On élimine une partie en lavant. Par contre, ce qui tombe dans la terre, c'est catastrophique. C'est pour ça que la permaculture est une approche nouvelle, en tout cas dans nos régions, puisque on peut quand même dire que la permaculture ne démarre pas avant le courant des années 80, le courant des années 90 pour l'Europe. C'est une approche nouvelle qui, je ne me fais pas d'illusions, verra ses efforts sujets à être la cible de l'agro-industrie, soit pour la détruire, soit pour l'assimiler. Ce serait à nous, permaculteurs, de nous battre pour ne être ni l'un ni l'autre.
Une autre petite chose qu'il faut préciser, la permaculture n'est pas la biodynamie. Alors en deux mots, vous avez bien compris que la biodynamie, la permaculture pardon, a été fondée par des scientifiques et se fonde sur des observations strictement scientifiques. Ce sont des agronomes qui l'ont fondée. Nous, quand nous faisons des associations de plantes ou des introductions de plantes dans le milieu, c'est sur base d'études scientifiques, contrôlées dans des laboratoires universitaires ou para-universitaires. Ça n'a absolument rien à voir avec de la non-science. Un permaculteur souhaite que ces techniques soient validées par une méthode scientifique définie par Blaise Pascal au XVIIe siècle, la méthode scientifique qui fonctionne très bien pour tout le monde. Bon. La biodynamie, c'est autre chose. Un certain Rudolf Steiner, courant des années 20, en Allemagne, est venu à l'aide des agriculteurs allemands, sans jamais avoir mis les pieds dans un jardin ou dans un champ, et en définissant des courants telluriques, des puissances élémentaires, et un énorme pouvoir de la Lune, des marées, des étoiles et ce genre de choses. Alors, le problème, c'est que ça pourrait peut-être exister, mais on n'en sait rien. Et on n'en sait rien. Pourquoi? Parce que les biodynamistes refusent la méthode scientifique, ils refusent toute démonstration, toute expérimentation, en considérant que toute méthode scientifique perturbe les courants telluriques. C'est évidemment complètement stupide. La seule chose qu'ils veulent protéger, c'est une inefficacité éventuelle de leur méthode. Les héritiers de Rudolf Steiner, qui pour mémoire avait quand même été un proche d'Adolf Hitler, un monsieur très sympathique, qui a fondé d'ailleurs une philosophie nommée l'anthroposophie, que je ne vous recommande pas. Eh bien, les héritiers sont par exemple Maria Thun, que vous connaissez probablement pour avoir été la fondatrice du calendrier lunaire. Et ce calendrier lunaire, il connaît un succès énorme en définissant des jours racines, feuilles, fruits, nœuds, fleurs. C'est totalement inutilisable pour quelqu'un qui a un jardin et qui essaye de le tenir en le faisant en plus de son métier. C'est un calendrier fait pour les gens qui ne font que ça et qui sont chômeurs et en plus qui y croient. Alors, contrairement à ce que les biodynamistes voulaient, des agronomes ont étudié le calendrier lunaire, ça ne marche pas, il n'y a même pas 1% de différence entre un potager tenu en calendrier lunaire et un potager tenu normalement. Donc, on peut enterrer les 5 à 10 euros que coûte annuellement le calendrier lunaire, fiez-vous plutôt aux repères temporels des anciens, parce que c'est vrai que les anciens se servaient de la lune, mais ce n'était pas comme ça, c'était en se disant qu'on ne plantait des pommes de terre qu'à la énième lune de mars ou d'avril, que par exemple les seins de glace au début mai, qui correspondent évidemment à des phases de la Lune, étaient des périodes où il fallait éviter de planter parce que les gels étaient relativement fréquents. Donc on est bien d'accord que les anciens se servaient de la Lune, des fêtes patronales et de tout un tas d'autres repères temporels, floraison, fructification, etc. Ça n'a rien à voir avec définir des jours racines, des jours feuilles, etc. C'est une escroquerie et il ne faut pas y donner les mains. J'enterre, pour ce que ça vaut, la biodynamie. On n'en fait pas et on ne veut pas en faire. Donc la permaculture c'est quoi? C'est simplement se dire voilà, la nature est belle et fonctionne très bien toute seule, qu'est-ce que je ferais bien pour que mes légumes s'intègrent dans le milieu naturel? Alors c'est faisable, c'est même très faisable, il suffit de se dire qu'une bonne partie des légumes, au départ c'était quand même des plantes sauvages. La simple laitue est une plante sauvage que vous trouvez encore dans les talus, en regardant un petit peu correctement au printemps. Le chou est un légume très ancien et tout un tas d'autres légumes s'intègrent tout à fait bien dans les écosystèmes de nos régions. Il suffit de comprendre que chaque chose que l'on fait a des impacts que l'on comprend et des impacts que l'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le système il est complexe. Et c'est ce qu'on appelle une vision holiste des choses, d'où holistia. La vision holiste des choses, c'est se dire que voilà, un système, c'est plus que d'additionner les parties du système. Si vous avez une plate-bande mélangée de pommes de terre, de pois et de choux rares, eh bien vous avez plus que des pommes de terre, des pois et des choux rares. D'abord, vous avez des animaux qui vivent dans le sous-sol et dans le sol, qu'on appelle les dafons. Vous avez un paillis, vraisemblablement. En permaculture, on paille beaucoup. Vous avez des animaux qui viennent voler, butiner, se poser, regarder, peut-être manger aussi vos plantes, ça peut arriver effectivement. Donc c'est un système complexe. Supprimer une des composantes, le système va être modifié. Mais vous allez penser, oh ces plantes-là elles attirent les fourmis, je vais les supprimer parce que je ne veux pas avoir de pucerons, sauf que les fourmis elles sont nécessaires à d'autres choses. De la même manière, vous n'aimez peut-être pas les taupes, mais les taupes elles sont bien nécessaires. De la même manière, vous n'aimez pas les limaces, mais les limaces sont nécessaires à la fabrication de l'humus. Donc le système est tellement complexe que vous ne pouvez pas simplement en tant qu'être humain, avoir toutes les conséquences d'un seul acte. Dès lors, il faut être extrêmement prudent. C'est une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas de produits, on n'utilise pas d'intrants, on n'utilise pas de chimie pour s'aider en permaculture.
Ce sont des produits naturels, idéalement produits sur place pour éviter les déplacements et le moins possible, voire pas du tout de moteur thermique, quand on parlait de moteur à explosion. Ce n'est pas toujours simple, on est parfois obligé de faire des concessions, mais c'est nécessaire de réfléchir à limiter notre impact sur l'environnement. Donc la permaculture est une agriculture qui s'inscrit dans la durée, de l'anglais permanent agriculture, agriculture durable. En français, on a le double sens du mot permanent. L'agriculture permagricole permet de produire sur 12 mois. Vous avez le moyen de manger sur votre potager pendant 12 mois si vous cultivez en permaculture. On dit aussi que la permaculture, c'est la culture sur but. C'est vrai et c'est pas vrai. Vous pouvez cultiver sur des buts en permaculture s'il y a lieu de faire des buts dans votre terrain. Si vous avez une terre remarquable, bien drainée et parfaitement fertile, aucun intérêt de faire des buts. Et aucun. Par contre, si vous avez un sol qui a été détruit par le précédent propriétaire, qui a été compacté, dans lequel on a versé de la caillasse ou Dieu sait quoi, soit vous devez le décaisser complètement, ce qui l'abîme terriblement, et c'est un énorme effort, soit vous allez faire des buts au-dessus en créant du sol. En permaculture, notre grand souci, c'est le sol. On le soigne de manière très attentive. Je vous dirais même qu'on soigne plus le sol que nos légumes parfois. Donc la permaculture, c'est une technique agricole qui, se fondant sur des données scientifiques, permet d'intégrer la culture des plantes alimentaires dans un écosystème en le respectant, voire même en l'enrichissant. Voilà, je vous remercie.